Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Nègre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président d'Intel pour la France. Faites-nous rêver un petit peu. Il y avait le mois dernier le CES de Las Vegas avec plein de prototypes. On en parlait, ordinateurs pliables, smartphones pliables. Dans quelques années, ça sera la norme, ça. Tout sera pliable, tout le hardware sera pliable. Le fait d'avoir notamment des PC qui sont pliables permet d'avoir un double avantage. Quand il est plié, vous avez un format qui est petit, transportable, relativement léger. Ouais. Si vous avez besoin d'un écran plus grand, vous pouvez bouger. Donc on a présenté au CES un ordinateur, quand il est plié, il fait un format 12 pouces, donc c'est vraiment un petit PC. Ouais. Déplié, c'est 17 pouces, c'est le confort que vous avez sur un écran à votre bureau, par exemple. Ouais. Donc c'est pas du gadget, ça que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai usage, un vrai intérêt. Alors, il y a un usage, il y a un confort d'utilisation qui est très supérieur. Bien sûr, ça nécessite... C'est ce qu'on voit là. Beaucoup, c'est ce qu'on voit. Ouais. Ça nécessite beaucoup d'efforts technologiques, c'est-à-dire toute la recherche et développement pour arriver à des machines comme ça sont importantes et doivent être collaboratives avec les fabricants de PC. Ouais. Nous faisons des processeurs. Justement, en quoi les processeurs Intel sont différents pour justement un PC qui est pliable? Et donc je reviens, ça sera la norme dans quelques années? Ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme parce que ça a le double avantage d'être petit et confortable quand on en a besoin. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, on est au prototype aujourd'hui, je suis pas un expert. Alors, il commence à y avoir les premières machines pliables qui ont été présentées. Lenovo a présenté une machine pliable. Ceux qu'on présenté à Las Vegas, ce sont des prototypes, mais qui devraient arriver très rapidement sur le marché puisque les technologies sont prêtes, sont matures. Ouais. Chez quel constructeur? Quels sont donc vous avez dit Lenovo? Il faut s'attendre à ce qui est sur la plupart des constructeurs, Dell, HP, etc., des machines qui sont pliables. Avec des microprocesseurs, pour le coup, Intel. Alors, et en quoi est-ce qu'ils sont différents? En quoi est-ce qu'il faut faire des microprocesseurs spécifiques pour un confort d'utilisation, il faut continuer à développer les processeurs, notamment pour un écran pliable. Il y a des contraintes thermiques, sans rentrer dans beaucoup de détails, l'échauffement du processeur et sa performance. On veut plus de performance et qui s'échauffe le moins possible pour des configurations de ce type-là. Il faut qu'il y ait des fonctionnalités d'intelligence artificielle aussi au sein même du microprocesseur. Par exemple, surtout quand on a des écrans de grande taille, vous voulez faire des retouches photos, vous voulez zoomer dans une photo, par intelligence artificielle, on va conserver une netteté de l'image, alors qu'on zoome, on pénètre dans la photo, vous savez, vous agrandissez votre photo, il n'y a pas l'effet de pixelisation ou de flou. L'intelligence artificielle va nous permettre de continuer à avoir des photos de netteté alors qu'on est très très pénétrant dans la photo. Ouais. On a parlé des PC pliables. Le smartphone pliable aussi, c'est Samsung qui l'avait sorti l'an dernier, non? Alors il y a différents fabricants, mais Samsung aussi a présenté des écrans pliables. Donc on voit sur différents formats. Nous on est très sur le PC. L'avantage d'être pliable et donc les technologies d'écran permettent un confort d'utilisation qui est en augmentation. Pourquoi être plus sur le PC pliable que sur le smartphone pliable d'ailleurs? C'est un choix ou c'est parce que... Parce que nous-mêmes, nous sommes très orientés sur le PC ou tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire la plupart de nos développements, et on le voit dans notre chiffre d'affaires, à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, c'est le marché du PC. Pour PC. C'est les technologies pour PC. Les technologies, oui, pas seulement. Donc, par exemple, Wi-Fi 6. Vous savez, les nouvelles générations de Wi-Fi, 3 fois plus performantes que le Wi-Fi d'aujourd'hui. C'est aussi des technologies qui vont dans le domaine du PC et qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités ou une connectivité qui est meilleure. Donc 50% de chiffre d'affaires dans le PC, 50% de chiffre d'affaires dans ce que nous appelons le data centric, c'est-à-dire beaucoup le cloud, les data centers, mais aussi, vous en avez parlé, la voiture autonome, par exemple, c'est des croissances très importantes. Sur la voiture autonome, vous intervenez à quel endroit, à quel niveau? Alors, on a une business unit, donc un groupe à l'intérieur d'Intel qui s'appelle Mobileye, qui est le leader mondial des technologies d'assistance à la conduite autonome. C'est-à-dire il y a différents degrés de conduite autonome. Tout le monde pense que la voiture autonome, c'est une voiture où il n'y a plus de chauffeur du tout, et il n'y a que des passagers niveau 1, dans la niveau voiture. 2, niveau 5, c'est ça. Voilà, jusqu'au niveau 5. Aujourd'hui, on est en 4, je crois, non? On est entre 3 et 4. 3 et 4, c'est ça. On est à 3 et 4, pour expliquer, le niveau 4, c'est... Alors 4, il y a déjà, on peut se décharger. 6, c'est quand tout se fait tout seul. 4, c'est-à-dire que le conducteur peut ne plus avoir une attention permanente à la conduite. Mais à tout moment, il faut qu'il reprenne le volant. Mais il reste responsable de la conduite. Niveau 5,
le conducteur peut devenir un passager. Donc il y a peut-être même plus de volant en face de lui. Et quelle différence entre le 5 et le 6 alors? Donc 6, il y a des développements, mais nous on s'arrête à la technologie 5 où il n'y a plus de conducteur. Donc pour revenir sur les technologies 4 et niveau 5, donc avec une business unit qui est en très forte croissance, 30% annuel. On a notamment signé un accord récemment avec la RATP pour pouvoir faire des tests de voitures autonomes dans Paris dès cette année. Mais concrètement, où intervient, j'arrive à comprendre, Intel justement dans la voiture autonome? Pour qu'une voiture devienne autonome, il faut qu'elle soit extrêmement intelligente et qu'elle soit extrêmement connectée. Donc on a besoin de technologie 5G pour que la voiture soit connectée. Et il faut beaucoup d'intelligence. Vous savez, pour qu'une voiture autonome, c'est qu'elle a beaucoup de capteurs. Donc ça peut être des capteurs, des caméras qui sont tout autour de la voiture. Ça peut être des radars. Ça peut être des... On avait reçu le patron de Valeo, Jacques Aschenbroich, qui pour nous parler de ça. Des lidars, donc ça c'est beaucoup de capteurs. Mais les capteurs ont besoin d'intelligence pour que la voiture sache ce qu'elle voit, d'une part, et après sache décider ce qu'elle doit faire s'il y a un obstacle sur la route, etc. Et donc il y a du microprocesseur là encore? Il y a beaucoup de puissance de calcul embarquée. Donc il y a beaucoup de puissance de calcul processeur. Donc aujourd'hui, quelle différence, pardon, entre processeur, puce, voilà, pardon pour le commun des mortels, on peut s'y perdre un peu, carte mémoire flash, qui n'a rien à voir là pour le coup, je sais. Mais en fait, pour résumer, tous les objets un peu intelligents de notre quotidien ont un processeur qui est le cerveau de l'objet. Donc c'est de lui que vient l'intelligence. Il peut y avoir des capteurs. Donc si je fais l'analogie avec le corps humain, le processeur serait le cerveau, les capteurs ce sont les yeux, les mains, le sens les différents sens que nous pouvons avoir. Dans une voiture autonome, elle a beaucoup de capteurs, donc elle a des yeux, mais il faut qu'elle ait un cerveau pour interpréter ce qu'elle voit et prendre des décisions, alors que personne pour se substituer au conducteur, parce qu'on peut se dire, si je décharge le conducteur de l'attention, il faut que quelqu'un prenne les décisions. Et c'est le rôle du processeur. Souvent on dit que le processeur c'est l'intelligence embarquée, ou c'est de la puissance de calcul, mais c'est toute la capacité d'analyse et de prise de décision qu'il y a notamment dans l'intelligence artificielle. D'accord. Et donc sur des microprocesseurs qui ont vocation à être les vôtres, dans, encore une fois, les voitures autonomes, sur nos nouvelles générations de processeurs Core, donc pour le monde du PC, ou Xeon pour le monde des serveurs, nous intégrons de manière native des fonctionnalités pour accélérer la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle. Donc ça permet de monter en puissance et d'offrir la puissance de calcul, notamment nécessaire pour les voitures autonomes. Toujours plus de puissance de calcul, plus de performance, moins de taille plus petite, on est toujours dans cette course-là. Voilà, la miniaturisation permet d'amener la puissance de calcul dans des objets où elle n'était pas anticipée. L'accélération de la puissance, la réduction des coûts de la puissance permet de multiplier ces objets. Donc aujourd'hui, on parle de milliards d'objets connectés autour de nous. Ce sont des milliards d'objets dans lesquels il y a suffisamment d'intelligence et de capteurs pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faciliter notre quotidien, pour pouvoir fournir à un robot une certaine autonomie, à une voiture des capacités décisionnelles, ou à un PC de pouvoir zoomer dans une image tout en gardant une grande netteté d'image. Il y a 50% du business, encore une fois, c'est le PC. Les autres 50%, c'est ce qu'on a dit là. C'est ça qui a vocation à croître surtout? C'est ce qui croît le plus. Donc si vous regardez nos chiffres d'affaires, on les a publiés il y a une dizaine de jours. Le marché du PC a une croissance de 2%. Là, on pense que le marché du PC ne croît plus. C'est notre 4e année de croissance pour cette business unit-là. On fait 2% de croissance, mais 19% de croissance sur la partie data-centrique. Donc le futur de notre société, le futur du monde qui nous entoure, du monde numérique qui nous entoure, est plus porté par tous les objets connectés qui seront autour de nous. Donc à horizon 5 ans, on sera à 2 tiers, 1 tiers, alors on est à 50-50. Je dis ça, je ne sais pas. On fait pas de précision, mais si on veut les rapports de croissance que nous avons aujourd'hui, on devrait un jour ou l'autre arriver à 2 tiers, 1 tiers, oui, bien sûr. Sur la voiture autonome de niveau 5, c'est pour quand alors? On sait ou pas? Après, se pose la question aussi en cas d'accident, qui est responsable. Technologiquement, nous avons déjà, nous en laboratoire, des voitures autonomes qui fonctionnent. Après, il faut se dire, la voiture autonome, dans de la circulation standardisée, dans un flot de circulation. Si une voiture autonome de niveau 5 est entourée de voitures autonomes de niveau 5, aujourd'hui, ça peut déjà fonctionner. Malheureusement,
il y a des niveaux voitures autonomes du niveau 0, donc c'est de tous les jours, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et donc ça, il faut anticiper. C'est la cohabitation, en fait, entre les... Il y a la cohabitation, il y a les niveaux de responsabilité, ce n'est pas uniquement des problématiques technologiques. Ouais, il y a besoin d'un environnement. Pour être de niveau 5, comme je vous l'ai dit, il faut un réseau 5G qui est nécessaire. Ce n'est pas aujourd'hui ce que l'on trouve partout en France. Ouais, donc on n'y est pas. On y arrive, on se rapproche. Dans plusieurs années. Après, technologiquement, on va savoir le faire. Vous dire quand les fabricants vont commercialiser les premières voitures de niveau 5, il faut peut-être leur poser la question. Mais nous pensons que technologiquement, on peut y arriver dans les quelques années qui viennent. Ouais, on ne l'a pas évoqué, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous avez en tête, évidemment, d'avoir des processeurs qui sont toujours moins consommateurs d'énergie. Enfin, c'est quelque chose c'est une préoccupation aussi, au-delà de la miniaturisation, de la puissance de calcul plus forte. Il y a aussi... Voilà. La consommation d'énergie est importante, et dans deux domaines. Donc, si on regarde la problématique des objets connectés, si j'ai besoin de beaucoup de puissance, d'énergie dans l'objet connecté, ça limite le nombre d'objets qui peuvent avoir accès à cette puissance. Si je regarde dans les data centers aujourd'hui consomment énormément. Donc tous les efforts que nous faisons, portés par la loi de Moore, donc une réduction importante de la consommation, alors qu'on continue d'augmenter les performances, permettent d'envisager des data centers qui soient toujours de plus en plus performants, mais avec une maîtrise énergétique que l'on se doit d'amener sur le marché. Au-delà de la France, qu'on comprenne bien vos positions, là vous êtes vraiment leader et là vous êtes challenger aujourd'hui, dans le monde, au global. Technologiquement, ouais. On est... sur le PC, évidemment. Sur le PC, on a des très bonnes positions. Sur le monde du cloud... Non, mais très bonne position, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a des parts de marché, on est numéro 1 en part de marché. Je ne veux pas vous dire, les analystes vous diront, est-ce que c'est 70%, 75%, 80%, ouais. Mais sur le monde du cloud au sens large, donc des data centers, on est en position de leader. Sur le monde du PC, on est en position de leader. Le cloud en frontal avec tous les GAFA aussi? Avec Amazon, avec... En partenariat avec les GAFA. Ah, en partenariat avec les GAFA. Nos plus gros clients du cloud sont les GAFA. C'est à eux qu'on livre les processeurs et toutes les technologies qui leur permettent de déployer leurs data centers et d'avoir des data centers suffisamment intelligents. Contre la croissance, je pense à Amazon, mais à tous les autres aussi, contre la croissance des secteurs du cloud, chez Google, etc. Mais c'est en termes de croissance, de profit, de marge, mais c'est colossal. C'est ce secteur pour lequel on a eu le plus de croissance au 4e trimestre et c'est porté par les grands opérateurs du cloud. Vous avez dit les GAFA, il y en a d'autres. Il y a des opérateurs du cloud français aussi qui se comportent très bien, typiquement OVH. Qui est un client important pour nous et qui est français. Ouais. On finit là-dessus quand même pour parler un petit peu d'Intel en France. Vous êtes le président de la filiale française, loin du siège de Santa Clara. Pardon pour la question, quelle est la valeur ajoutée entre guillemets d'Intel sur la France? C'est essentiellement de la vente, il y a de la recherche-développement, il y en a moins qu'avant? Il y a de la vente, il y a de la recherche et développement. Les recherches et développement, je prendrai deux exemples. On est en partenariat de recherche et développement collaborative avec le CEA, où on travaille ensemble sur... Le CEA, c'est... Le CEA, c'est le groupe français qui est... c'est la première institution de recherche et développement française qui est très spécialisée dans l'énergie. Énergie atomique, c'est ça, non? Nucléaire. Nucléaire, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc le CEA est très gros consommateur de puissance de calcul parce qu'ils font énormément de simulations dans leur recherche. Donc on a un partenaire avec eux et ce partenariat, c'est de définir ensemble les architectures de serveurs pour les 3, 4, 5 années à venir. Donc c'est vraiment très avancé. On a aussi sur Grenoble des activités de recherche et développement plutôt sur la simulation. On parlait d'énergie tout à l'heure pour réduire la consommation énergétique des processeurs que l'on développe. Là, c'est plus une recherche et développement propre à Intel. Le CEA, on est très collaboratif. Deux exemples. Ouais. Sur le poids de la France, c'est une question, j'imagine que la France, c'est quoi? C'est 5e, 6e puissance mondiale. Le business d'Intel en France, ça colle aussi Donc la France est 6 ou 7e marché informatique vu d'Intel. Donc par rapport aux puissances mondiales, bien sûr, il y a les États-Unis, il y a la Chine qui sont devant la France, le Japon devant la France, l'Allemagne. Il y a un pays qui est très technologique, même si on regarde dans sa puissance économique qui est moindre que la France, qui est Taïwan, où on a énormément de partenariats technologiques. Oui, parce que et on a une présence Taïwan très importante. Une de confluence, enfin voilà, tout. Voilà, c'est une partie très importante des PC qui nous entourent, enfin que vous voyez, ont été soit
fait en termes de R&D à Taïwan soit produit et assemblé à Taïwan. J'avais le patron d'Acer France, de mémoire c'était fin décembre, je lui ai posé la question, est-ce que c'est la mort du PC? Il me dit pas du tout, le PC il est en train de se réinventer. Ce que je vous disais, ça vous arrange de dire ça en même temps. Ouais, non, mais notre business unit qui sert au marché du PC, quasi exclusivement, est en croissance annuelle ces 4 dernières années. Donc pour un marché qui est mort, on arrive à continuer à faire de la croissance ces 4 dernières années. Et on reste profitable. Donc c'est pas du tout un segment qui est en perte de vitesse. Il y a toujours beaucoup d'innovation. À CES, on a présenté le concept Athena, qui est faire de l'innovation au niveau de la plateforme. On a parlé beaucoup de processeurs, bien sûr, le processeur Core, mais la plateforme, c'est les PC qui sont pliables, c'est des poids très inférieurs, donc c'est moins d'1 kilo en termes de poids, c'est des consommations très faibles au niveau des écrans. Au lieu de aujourd'hui, le poids moyen, on est plutôt sur un PC portable autour d'1,5 kg, 1,6 kg. Moins d'1 kg, ça paraît très léger quand on l'a dans la main, mais en étant très, très performant, en embarquant de l'intelligence artificielle, en embarquant de la connectivité très performante. Je parlais de Wi-Fi 6. Donc tout ça montre que il y a toujours une dynamique d'innovation au niveau du PC qui le renouvelle en permanence et qui nous permet toujours d'afficher des résultats en croissance. Malgré le taux d'équipement qui est, je ne sais pas proche de 100%, je ne sais pas de combien il est, mais tout le monde a aujourd'hui plus ou moins un PC. C'est un marché de renouvellement, mais c'est un marché de renouvellement qui crée toujours de la valeur parce qu'il y a toujours un potentiel d'innovation important. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, c'était intéressant. Stéphane Nègre, donc président d'Intel pour la France, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.